Oups, je vous ai perdu. Alors, Voilà. Donc, bonjour Serge. Voilà, on est enfin arrivé à se connecter. et merci beaucoup pour votre ingéniosité, votre patience et votre débrouillardise. Il y avait une émission quand j'étais enfant, ça s'appelait MacGyver. C'était un gars qui arrivait à trouver toutes sortes de moyens de se sortir de situations un peu complexes. Nous avons aujourd'hui les MacGyver de la technologie. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il faut toujours. Il n'y a pas très longtemps, on avait fait une conférence avec un spationaute, un français, qui a eu la chance d'aller 3 fois, d'être extraterrestre trois fois. Aïe, Et, aïe. euh, et il nous disait en fait que quand on est dans l'espace, il faut tout le temps en fait trouver le plan B, le plan C, le plan D, parce que et du coup je me suis dit ah ouais en fait peut-être que j'aurais pu être spationaute parce que c'est vrai que je me dis tout le temps, c'est quoi la suite quoi, qu'est-ce qu'on peut et ça fait partie des choses que j'aime bien j'aime voilà c'est vrai que c'est mon logiciel on va dire. Vous avez toute mon admiration parce qu'au niveau de la techno, ben enfin, je commence un peu à me débrouiller là, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Ouais. Donc du coup aujourd'hui on est là ensemble pour parler de ce magnifique ouvrage Merci. donc ça a été une série de comment dire de rencontres, c'est-à-dire que à la base donc c'était un ami qui s'appelle Alexandre qui l'a proposé à la lecture à donc mon compagnon est fiancé puisque maintenant nous sommes fiancés. Donc Félicitations. Boris. Et donc Boris m'a dit écoute, parmi tous les livres que j'ai pu lire, ce livre c'est un de ceux qui m'a le plus touché. Et du coup, bah, forcément, je lui ai dit, ah bah, si ça a touché mon amoureux, il faut que je le lise, hein. Et du coup, j'ai commencé à lire ce livre qui parle de Charlot et de Maryse. Et c'est vrai que c'est un livre qui m'a, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai témoigné, qui m'a, comment dirais-je, je sais pas moi, bouleversée en fait, parce que à chacune des pages que j'ai lues, je pleurais. Je me disais, mais c'est dingue, enfin, ce monsieur, il me connaît, enfin, je me disais, waouh, enfin, et donc ça me touchait énormément. Donc j'aimerais bien déjà, premièrement, que vous puissiez vous présenter, que vous nous expliquiez qui vous êtes, votre parcours, et puis comment est venu en fait, voilà, comment vous en êtes arrivé à l'écriture de ce livre. Alors, Serge Marquis, j'ai étudié la médecine, j'ai pratiqué la médecine, la médecine de famille en campagne. Après, j'ai fait une maîtrise en médecine du travail et je me suis intéressé, j'ai terminé une spécialité dans le domaine de la santé communautaire, c'est peu connu, mais c'est pour prévenir les problèmes. Et je me suis intéressé à la santé mentale au travail, la santé psychologique. Mhm. On parle plus de santé psychologique parce que santé mentale fait encore peur, mais j'espère qu'un jour on aura plus peur d'utiliser ces mots. Et puis, soigner les personnes, j'ai commencé à soigner les personnes qui ne fonctionnaient plus dans l'espace de travail, des personnes qui avaient perdu le goût, l'intérêt, j'ai toujours la flamme, chez qui la flamme s'était éteinte. Et en soignant ces personnes, j'ai développé une profonde inquiétude parce que je le dis partout, à quoi ça peut ressembler un enseignant, une enseignante chez qui la flamme est presque éteinte dans les yeux de 30 bouts de chou qui le regardent ou la regardent. Ou la même chose, à quoi ça peut ressembler un soignant ou une soignante chez qui la flamme est presque éteinte dans les yeux d'une personne soignée. Et je me suis dit, il faut trouver toutes sortes de moyens pour garder cette flamme allumée. Et pendant mes formations à l'hôpital, mes stages, etc., ben, j'ai rencontré des personnes qui m'ont profondément touché et bouleversé ou interrogé, dont une femme médecin qui travaillait en pédiatrie. Et j'étais moi-même étudiant à cette époque. Et je trouvais ça incroyable la manière dont elle avait de la difficulté à entrer en rapport avec les enfants. Elle était pédiatre. Et je crois que ce dont les enfants avaient d'abord besoin, c'était de sa présence. Et elle n'arrivait pas à offrir cette présence parce qu'elle était, je l'ai découvert plus tard, habitée uniquement par son ego. Être la meilleure, qu'on parle d'elle partout, dans tous les colloques, avoir son nom dans tous
les magazines autant populaires que scientifiques, bon, etc. Alors, elle m'avait marqué. Et puis, au cours des années, ça a évolué. J'ai aussi rencontré, pendant les stages en pédiatrie, j'ai aussi rencontré des enfants qui m'ont profondément touché par leur maturité. Ça, c'est très, très important parce que les gens qui ont lu le livre m'ont dit, ah, c'est peu plausible que des enfants de cet âge-là s'expriment comme ils le font. Et je réponds toujours, j'ai rencontré des enfants de cet âge qui s'expriment comme ils le font, qui ont cette sagesse, qui ont cette maturité, qui ont ce regard sur la vie. Parce que ce sont des enfants qui ont connu la maladie, ont connu la souffrance, bien sûr, mais c'est pas nécessaire que les enfants connaissent la maladie et la souffrance pour développer la maturité et la sagesse. Je l'ai découvert par la suite. Il y a des enfants qui ont 3 ans et qui posent déjà des questions sur la vie, la mort, etc. Alors donc voilà, c'est ce qui, en soignant plein de gens qui m'ont demandé si j'accepterais pas d'écrire des bouquins, j'ai décidé un jour d'entreprendre l'écriture de ce livre-là. Et puis voilà, je suis reparti de ce personnage qui s'appelle Maryse, donc cette femme médecin qui avait de la difficulté à offrir la présence. Et je suis reparti aussi. Et, oups, êtes-vous toujours là, Sophie? Ah, Sophie, je pense que la connexion a été interrompue. Donc, vous me disiez, j'en étais au moment où vous parliez des enfants qui Oui, sont très, qui sont présents. Ah, ouais. oui, très mature. C'est surtout leur maturité qui est impressionnante. Et ça, c'est important parce que parfois, et ça, c'est un vieux cliché maintenant, mais c'est comme si on avait de la difficulté à concevoir que les enfants peuvent avoir une telle maturité. Et à cause de ça, on n'offre pas la présence à cette maturité qui pourrait nous permettre de faire évoluer la nôtre. Alors donc, c'est ça, j'ai amorcé l'écriture de ce bouquin et là, j'ai commencé à vivre toutes sortes de choses en redécouvrant cette femme, Maryse, et en redécouvrant ses enfants, Charlot, Marilou. Marilou est un enfant qui m'a énormément touché quand j'étais en stage toujours en pédiatrie. C'est une jeune femme de 14 ans qui souffrait d'une fibrose kystique du pancréas. Et j'ai eu une relation avec elle absolument qui a complètement changé ma vie. Parce qu'à 14 ans, elle était d'une maturité que j'avais rarement vue chez des adultes. Elle était très malade, s'était questionnée sur la mort, elle s'était questionnée sur ce qui est important au cours d'une existence très, très brève, 14 ans, ce qui est important, et elle racontait ça. Elle était devenue, comme Charlot d'ailleurs, 9 ans, elle était devenue quelqu'un qui transmettait. Alors, c'est ce que j'ai essayé de traduire dans le livre. Je dis toujours maintenant que ce livre, c'est la transmission de ce que ces enfants-là m'ont transmis. J'ai essayé simplement de traduire ce qu'ils m'ont transmis. Et voilà. Oh, on est interrompu à nouveau. Voilà, Voilà. super. On est revenu. Super. Bon. Donc, je disais que donc on en était au fait que vous parliez des personnes, toutes ces personnes que vous avez rencontrées et qui vous ont du coup inspiré ce livre. Et c'est intéressant parce que moi, ça m'a touchée à deux niveaux. À la fois, effectivement, par rapport à Charlot ou Marilou, parce que moi, j'ai des enfants qui sont des enfants qui sont très mûrs, notamment une fille qui a 15 ans et qui a par moments enfin, depuis très, très, très rapidement, en fait, elle a eu des comportements et puis comment dirais-je, des phrases, en fait, qui étaient étonnantes pour son âge. Voilà. Voilà, et souvent d'ailleurs à l'école, les gens, enfin à l'école, enfin les professeurs lui disent mais t'es complètement décalé. D'ailleurs, pour la petite histoire, elle est allée au Canada, donc elle est née aux États-Unis et on est rentré en France. Elle a très mal vécu l'école en France et ensuite on a fait un échange en Canada anglophone et là elle s'est sentie complètement chez elle. Parce que je pense que c'était un mélange entre sa culture de naissance, on va dire américaine, puisque voilà, et en même temps le côté aussi quand même très européen. Donc elle a retrouvé ce côté anglophone et en même temps avec la culture européenne. Donc elle a vraiment l'impression d'être chez elle.
avec des gens fort sympathiques, toujours positifs, enfin voilà. Et donc du coup, et en France, elle est en véritable souffrance. Et elle a toujours l'impression qu'on la prend pour une enfant alors qu'elle ne l'est pas, parce qu'effectivement, elle a un corps d'enfant, mais elle a un comportement et un mental d'adulte. Et je dirais que moi, enfant, je pense que j'ai vécu aussi le même décalage. Donc parfois, je me disais, mais pourquoi on me parle comme si j'étais un bébé, alors qu'en fait, bah, je comprends. Enfin, arrêtez de me parler comme une, voilà, parlez-moi d'adulte à adulte, en fait, enfin, de personne à personne. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai tout de suite mis en place dans la relation avec mes enfants, c'est d'essayer de parler d'adulte à adulte, enfin, en tous les cas, de personne à personne. Euh, et ceci dit, Maryse m'a beaucoup touchée parce que en fait, moi personnellement, j'ai toujours eu envie, voilà, euh, voilà, d'être la tête d'affiche, d'exister, et parfois en oublier, comme vous disiez tout à l'heure, les choses qui sont essentielles, qui est l'amour, hein, finalement. Ouais. En fait, c'est un livre sur la connaissance de soi. C'est aussi quelqu'un m'a aussi dit, c'est un hymne à la tendresse. J'ai envie de dire, c'est un livre sur la présence. Effectivement, quand j'ai rencontré celui qui m'a inspiré, Charlot, j'ai découvert qu'on pouvait être en connexion d'être à être. Il avait 9 ans, j'étais un adulte, j'ai étudié en médecine, en fin interne, je terminais tout ça, et on pouvait être en contact d'être à être. Et je crois que ça a beaucoup changé de choses dans nos deux vies parce que là, il était aussi vu en pédopsychiatrie. Il souffrait de maladies physiques, mais il était vu en pédopsychiatrie pour le soutenir dans le passage à travers cette maladie. Et la pédopsychiatre avait dit aux infirmières, écoutez, je pense que l'interne peut aider Charlot. Pouvez-vous lui dire? Donc, pouvez-vous lui demander d'arriver tôt le matin pour pouvoir, je l'appelle Charlot, mais il ne s'appelait pas Charlot. Alors, effectivement, j'arrivais tôt le matin, mais ce qui m'intéressait, c'était sa maturité. Il n'était pas dans l'ego, pas du tout. Il essayait pas d'être exceptionnel, il essayait pas d'être extraordinaire. Il était simplement quelqu'un qui, et je suis ému quand j'en parle parce que j'ai ces souvenirs-là qui sont très, très frais à ma mémoire. Quelqu'un avec lequel il était possible d'entrer en connexion. Il n'y avait plus d'âge. L'âge n'existait plus. Il y avait plus de différence. Il y avait une communion, tout simplement. Et c'est ce que j'essaie de traduire dans le livre parce que Maryse, coincée dans son ego, qui veut à tout prix faire d'elle le meilleur médecin spécialiste au monde, parce qu'elle pense que comme ça, elle va être enfin heureuse. Elle pense que comme ça, elle va enfin trouver un sens à sa vie. Parce qu'elle confond le succès avec le bonheur, elle confond la réussite avec le fait qu'à la fin de sa vie, elle pourra dire j'ai été quelqu'un, donc j'ai été heureuse. Et elle découvre à travers Charlot, son fils, et elle découvre à travers les amis de Charlot, parce que les amis de Charlot vivent aussi des situations difficiles, elle passe à côté. Elle découvre parce qu'eux l'invitent à la présence. D'ailleurs, dès le début du livre, il y a un enfant dans les premières pages du livre, Adrien, qui l'invite à découvrir qui elle est vraiment, à sortir de cette coquille qui malheureusement l'a fait passer malgré son succès. Elle est reconnue, Mm. elle est admirée à cause de toutes ses connaissances, à cause de son expertise, une forme de Comme si ré- elle c'est comme si elle en voulait plus, en fait, finalement, déjà. C'est jamais terminé. Et ça Ouais. aussi, c'est le piège de l'ego. C'est un Mm. piège extraordinaire parce elle a déjà beaucoup de succès, elle a déjà la reconnaissance de ses pairs, elle a tout ça. Ça ne suffit pas, pardon. Il y a un vide. Mm. Et c'est ce que Charlot, à travers cette toute petite question, parce qu'il revient de l'école, et puis il a vu deux professeurs s'engueuler, et un professeur qui a insulté un autre professeur en lui disant, t'as un gros ego. Et l'autre professeur, le professeur qui a reçu cette insulte en plein visage, a été profondément attristé. Et c'est le professeur préféré de Charlot. Et là, Charlot s'est interrogé sur cette insulte. Mais pourquoi cette insulte provoque un tel chagrin chez ce professeur que j'aime?
Alors, et c'est là que tout commence parce qu'il pose la question à sa mère, mais qu'est-ce que c'est qu'un ego? Mm. Sa mère, un peu surprise par la question, bien sûr, veut l'éviter, mais Charlot ne lâche pas. Et tout le roman est autour de ça. Sa quête de comprendre là où son fils et ses amis veulent l'amener, dans la connaissance d'elle-même, dans la conscience que le bonheur n'est pas dans le succès. C'est agréable le succès. Je ne dirai jamais le contraire. Au contraire, ce qui est merveilleux de dire, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de bien-être dans le développement de son potentiel et de ses ressources. Le problème n'est pas là. Le problème est dans l'identification à ses ressources. Mm. C'est deux choses totalement différentes. Et c'est ce que Maryse découvre. Et ce que je trouve, je suis vraiment touchée par ce que vous dites parce que c'est vrai que bah, c'est un peu mon développement à moi aussi. Enfin, c'est-à-dire que j'ai décidé de changer de vie. Bah là, donc, je suis fiancée, donc je vais me marier avec quelqu'un qui a 12 ans de moins que moi. Ah, wow. Donc, imaginez, alors qu'au Magnifique. départ, voilà, au départ, pour moi, je me dis, mais attends, l'âge, est-ce que c'est important? Et en fait, non, c'est pas important parce qu'en fait, comme vous disiez tout à l'heure, c'est la rencontre de deux personnes qui s'aiment. Et l'âge, en fait, quand on est ensemble, on se rend compte enfin, il y a pas de différence d'âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge, Il y a exactement. pas On est juste connectés, quoi. On est juste ensemble et donc on s'en fiche. Alors, et donc, et ça y est, j'ai dépassé justement l'ego en disant, bah voilà, on s'aime, va, et je m'en fiche de ce que les gens pensent. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble. Et quand tu as cette espèce d'alternance entre, voilà, entre est-ce que j'ai besoin à tout prix d'exister et d'être là, enfin voilà, qu'on reconnaisse mon travail, et en même temps, est-ce que j'ai besoin, comment dirais-je, où est-ce que je suis aujourd'hui par rapport à ma réussite, et c'est vrai que c'est cette espèce d'alternance entre oui et non. Et donc, vous me disiez, il y a 2 minutes, vous dites, oui, mais alors que, justement, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qu'on en fait de ça, de cette espèce de va-et-vient, quoi, entre... On observe. Et c'est ça qui est tout le défi. Et c'est ce que Charlot invite sa mère à faire. Parce que Charlot, bon, on ne racontera pas toute l'histoire, mais finit par dire à sa mère, Maman, reviens ici, reviens ici. Et ces deux mots-là, je les utilise régulièrement dans ma vie, au quotidien, d'innombrables fois par jour, je vous assure. Je fais Serge, reviens ici. Ne va pas dans l'ego qui est en train de se demander ce qu'on va penser de lui, si la phrase qui a été prononcée, finalement, ne fera pas en sorte qu'on va te juger, bon, blabla. Reviens ici. Reviens dans la présence. Observe ce qui se passe. Tout est là. Ça paraît simple, mais c'est en même temps très compliqué. Parce qu'on doit développer. Il y a un personnage dans le roman qui, euh, qui est un psychiatre qui ressemble un peu au Père Noël. Et Georges qui s'appelle. Et Georges aussi. Il est très touchant, d'ailleurs, je l'aime beaucoup, Georges. Oui, puis Georges évolue dans ce sens-là, parce que pour lui aussi, il y a une certaine forme d'identification à une image. Bon, c'est sûr qu'il a adopté parce il est pédopsychiatre, donc il s'occupe d'enfants malades. Et puis, il a adopté un peu l'allure du Père Noël pour pouvoir se faire davantage, entrer plus facilement en contact avec les enfants, il réalise que ça n'a pas de sens, ça non plus. Et curieusement, un psychiatre, ça m'a fasciné. Parce que moi, quand j'étais étudiant, j'imaginais que les gens qui avaient beaucoup travaillé sur leur psychisme avaient résolu un tas de problèmes et qui avaient dépassé la majorité des difficultés que les êtres humains vivent. Eh bien non. Georges, psychiatre, a de la difficulté à aimer. Et il faut qu'il découvre ça. Et les enfants l'amènent à découvrir ça aussi dans le roman. Donc, c'est très important parce il l'amène à découvrir que lui aussi passe par ce que vous décriviez, sa difficulté à exprimer son désir, sa tendresse, son affection. Il est coincé dans ses peurs, qu'est-ce qu'on va penser, la peur du rejet, entre autres. Euh, Psychiatre, des années d'études, personnage connu.
Ben, la même chose. Il est coincé dans tout ça et il a simplement peur de dire je t'aime. C'est fascinant. Alors que les enfants l'amènent à sortir de ce piège-là, reviens ici, reviens à la présence. Et quand vient à la présence, après ce qui arrive, tu le découvriras. Mais si tu restes coincé dans l'ego, qui est toujours en train de vivre la peur, parce que l'émotion fondamentale qui caractérise l'ego, c'est la peur, peur de disparaître à travers ce qu'on... Parce que tout à coup, on n'apprécie plus, n'accueille plus ce qu'on pense être. Alors, et on a l'impression que pour être quelqu'un, il faut être accueilli dans ce qu'on pense être. Et souvent, ce qu'on pense être, ce sont des... Et ce qui est assez paradoxal, finalement, c'est que dans l'ego, on voudrait à tout prix être aimé, Voilà. et en fait, on n'accepte pas vraiment l'amour. Donc, c'est ça qui est assez dingue, d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Oui, parce qu'on essaie dans l'ego d'obtenir l'amour, de trouver l'amour à travers des images, ce que j'appelle, Georges en parle dans le roman, des pelures identitaires. On essaie d'impressionner, comme Maryse à travers son statut de médecin, euh, même à travers les enfants, ils découvrent ça aussi. Les enfants vont explorer à travers l'art, ils cherchent qui est égomane, parce qu'ils inventent un personnage parce qu'ils essaient de représenter l'ego pour découvrir ce que c'est. Alors, ils découvrent qu'il y a toutes sortes de façons. Egoman devient un super-héros avec toutes sortes de pelures identitaires. Et nous, on fait ça tous les jours, à travers ce qu'on fait, notre travail, à travers les objets qu'on possède, les vêtements qu'on porte. On essaie de se faire aimer à travers des images. Et moi, ce que ce livre m'a apporté, ce serait le fait de dire que quand je m'accepte tel que je suis, quand je montre qui je suis, la vraie Sophie, la vulnérable, où je raconte à la fois ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché. Donc, quand je fais ça souvent avec, voilà, quand je suis devant des étudiants, quand je donne des cours ou dans les conférences, etc. Et plus je suis comme ça, plus je montre qui je suis vraiment, plus je montre ma vulnérabilité. Finalement, c'est là qu'en fait bah, que, 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 que les gens, entre guillemets, m'aiment. C'est-à-dire qu'en fait, ils me disent, ah ben voilà, parce que je suis une vraie, quoi. Je suis pas Ouais. On est dépouillé de toutes les pelures identitaires, hein. Moi, je compare maintenant l'ego à un oignon. Georges en parle aussi dans le roman. On est dépouillé de toutes les pelures identitaires, de toutes ces images qu'on fabrique dans l'espoir qu'enfin quelqu'un va nous accueillir, nous reconnaître, nous aimer, au lieu de se brancher sur notre être, sur notre essence, ce que Marie de Hennezel appelle ce qui en nous ne vieillit jamais. Hmm. Cette capacité d'être présent ou présente. Quelqu'un a déjà dit, si vous voulez devenir intéressant, intéressez-vous. Alors, dans la capacité d'être présent ou présente, quand on s'intéresse vraiment à l'autre, tout à coup, il y a quelque chose qui s'ouvre parce qu'on est dans notre essence. On n'est C'est ce plus que, dans c'est ce que cette je dis souvent liberté. quand je donne des cours, souvent sur une de mes spécialités, c'est le réseau. Et en fait, je dis souvent dans le réseau, en premier, apprenez à écouter, enfin, comment dirais-je, posez des questions aux gens, intéressez-vous, donnez en premier. Soyez Et, là. et à partir de ce moment-là, vous allez recevoir, mais tellement, parce que, donc, c'est ça, c'est le fait d'aller vers l'autre et de lui dire, ah ouais, tu fais ça comme travail, ah ouais, ok, mais tiens, comment je peux faire pour t'aider? C'est ça le réseau, en fait. C'est le fait de, en premier, tu t'écoutes les autres, et après, bah forcément, les gens, ils vont se dire, mais toi, tu fais quoi, au fait, toi? Ah ben, moi, je fais ça, je fais ça. Alors, au début, c'est pas forcément naturel, parce que si on n'a pas l'habitude, on a tout de suite envie de parler de son business, on a tout de suite envie de parler de ce qu'on fait. Ah, Mais en fait, c'est celui qui comprend que si tu t'intéresses en premier à l'autre, bah là, tu vas réussir. Parce que les gens, en fait, ils vont à tout prix vouloir t'aider. c'est Parce que tout exactement ça. Et c'est ça que Maryse découvre parce que Maryse essaie d'être intéressante. Et c'est c'est ça. le piège de l'ego, c'est celui-là. On essaie d'être intéressant à travers les connaissances qu'on possède, à travers le travail qu'on fait, les accomplissements qu'on a pu réaliser, etc. On essaie de se rendre intéressant. Et cette phrase est tellement belle. Si vous voulez devenir intéressant, intéressez-vous. Parce que Voilà. si on s'intéresse, on sort de toutes ces images et on entre dans cette capacité à s'intéresser.
Et c'est ça que les enfants essaient de démontrer à Maryse. Intéressez-vous à nous au lieu d'être au-dessus de nous avec vos grandes connaissances. Elles sont utiles, vos connaissances, mais elles seront utiles dans la mesure où vous allez vous intéresser à nous. Il y a aussi Richard Moss, un médecin américain qui enseignait des ateliers de méditation et il y a plein de gens qui lui disaient, mais je n'ai pas le temps de méditer. Et il leur disait ceci, quand j'écoute une autre personne, quand je l'écoute vraiment, je médite. Mhm. Et c'est magnifique parce que ça veut dire, j'observe que tout à coup, je ne suis plus en train de l'écouter et je reviens ici littéralement pour l'écouter à nouveau. Et c'est ça Mhm. que ça fait. Parce que dans la tête, quelques instants, oups, ça part, l'attention s'en va ailleurs, on n'écoute plus. Mais là, on s'en rend compte et on fait, oh, reviens Ah, ici et bang. Et c'est ce que Charlot enseigne à sa mère, maman, reviens ici. Et là, J'aime elle découvre j'aime qu'elle. beaucoup, j'aime beaucoup cette analogie en fait parce que donc c'est vrai que moi je médite tous les jours, tous les matins mais par contre c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à faire, c'est à écouter mes enfants. D'ailleurs, ils me le reprochent souvent, ils me disent mais maman, tu nous écoutes pas, mais maman et donc ils me disent tout le temps mais reviens ici maman, reviens et c'est vrai que alors j'arrive vraiment à le faire avec mon amoureux puisqu'on essaie de mettre en place l'écoute Voilà. active quand on a des problèmes, quand on a des choses sur lesquelles on n'est pas content. Donc, on va tout de suite faire ça. En revanche, avec mes enfants, parfois j'ai du mal parce que oh, bah, il y a d'autres choses à faire. Voilà, c'est plus important. Alors qu'en fait, c'est eux qui sont importants. Ah, tout à fait. Et puis, on ne sait absolument pas ce qui va apparaître au moment où on revient ici. Parce que parfois, quand on n'est pas là, la personne cherche à trouver notre attention. Et là, elle tombe elle-même dans le piège de vouloir se rendre intéressante. Ah oui. Et les enfants peuvent utiliser toutes sortes de stratégies pour essayer de se rendre intéressant, même en Des faisant des mauvais bêtises, coups, des euh, bêtises. des Alors, comportements bizarres. exact. Alors que si tout à coup on est là, ils n'ont plus besoin d'essayer de se rendre intéressant parce qu'ils découvrent qu'ils le sont essentiellement à travers ce qu'ils sont. Et là, tout à coup, des choses apparaissent extraordinaires. Ils vont parler de... Parce qu'enfin, ils ont l'attention. Ils vont parler de certaines préoccupations qu'ils ont. Ils n'en auraient pas parlé parce qu'ils considéraient que cette préoccupation n'était pas suffisamment intéressante. Et donc, ils essayaient de trouver une autre stratégie pour se rendre intéressant afin de pouvoir éventuellement introduire leurs préoccupations qui, à leurs yeux, n'étaient pas suffisamment intéressantes. Alors que s'ils ont l'attention, cette préoccupation-là va tout à coup apparaître parce que Mm. l'espace est créé. Et c'est ça qui est fascinant. Alors donc, c'est ce que Charlot cherche tout au long du roman à démontrer à sa mère. Sors de ce piège terrible de vouloir te rendre intéressante, de vouloir être quelqu'un à tout prix, pour découvrir que la vie n'est pas là. Entre dans la présence. Reviens ici. Et c'est là que tu vas voir où est la vie. Elle est Mm. là. Et c'est là que tu vas pouvoir apprendre à t'aimer pour de vrai. Parce que c'est ça, hein, le jour où je me suis aimé pour de vrai. Et là, la mère découvre ça. Elle découvre que oui, wow, je peux aimer cette capacité d'être présente, je peux aimer cette capacité d'aimer, je peux aimer cette capacité de créer. C'est en moi. Il suffit que je ramène mon attention ici pour que tout à coup, j'observe que c'est présent, que c'est là, disponible, et que ça me rend connecté à l'autre, dans Ouais, l'amour. ça nous rend exactement, ça nous rend connectés dans l'amour et finalement c'est, j'aime bien tirer une carte d'oracle tous les matins en me levant et il y en a une qui, c'est c'est d'ailleurs une, euh, une, euh, une Canadienne aussi qui s'appelle Sonia Choquette, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Enfin bon. Et donc, et elle est super sympa. Enfin, et donc, elle fait plein de choses sur l'intuition, etc. Et puis, il y en a une la carte s'appelle Accepte l'amour. Ah, Et moi, je la tire souvent, cette carte. Je me dis, oh. accueille-le en toi, Accueille. observe cette capacité qui est en toi. Moi, il y a des gens que j'ai soignés qui venaient parce qu'ils étaient épuisés, ils ne fonctionnaient plus au travail, mais après 2 ou 3 minutes, ils me parlaient d'une rupture qu'il ou qu'elle venait de vivre. Et là, je me rendais compte que dans leur tête, la personne qui les avait quittés était partie avec leur capacité d'aimer, comme si elle leur avait volé leur capacité d'aimer.
en les quittant. Et tout à coup, on commençait à échanger, on avait un dialogue qui se créait autour de ça. Et puis là, à un moment donné, les gens disaient, ben, c'est vrai, elle peut pas m'avoir enlevé ma capacité d'aimer, elle peut pas m'avoir volé ça. Je suis encore capable d'aimer. Ça peut prendre toutes sortes de formes, mais je peux encore aimer. Et là, elle découvrait qu'à travers du bénévolat qu'elle faisait, une personne à laquelle je pense, elle aimait. Et qu'elle pouvait rencontrer d'autres personnes, des amis, etc. Et ne plus être enfermée dans cette peur de ne plus exister avec l'impression que quelqu'un s'était emparé de leur capacité d'aimer. Et qu'en revenant ici et en s'intéressant à l'autre, mais vraiment à l'autre, cette peur disparaissait. Mm. La peur d'avoir perdu la capacité d'aimer disparaissait parce qu'elle était à nouveau reconnectée sur la capacité d'aimer. Il y a plein de gens qui ont l'impression, qui parlent du moment présent et je crois qu'il y a des choses à ajuster dans la façon dont on parle du moment présent parce que il y a des personnes sur cette planète qui posent des gestes terribles, fabriquent des bombes, mais pour fabriquer une bombe, ces personnes doivent être au moment où elles fabriquent la bombe dans le moment présent. Mais ce Mm. qu'elles ne réalisent pas, puis maintenant, j'aime bien faire la comparaison entre la personne qui fabrique la bombe et la personne qui la désamorce. Mm. Toutes les deux sont dans le moment présent, mais toutes les deux ne sont pas dans le moment présent avec la même intention, si vous voulez. Bien Et sûr. être dans le moment présent, c'est aussi observer l'intention qui a conduit à poser un geste. Dans un cas, il y a une personne qui est séparée, elle a peur. Elle a peur de disparaître, son ego associé à toutes sortes de choses, des croyances, bon, fait qu'elle fabrique une bombe. Alors que l'autre, elle est connectée à tous les êtres humains dont elle veut sauver la vie. Alors, toutes les deux, être dans le moment présent, c'est extrêmement large. C'est observer sa peur, la peur qui conduit justement à poser des gestes comme ça. Et ça, c'est se reconnecter complètement parce que la peur se dissout, reconnecter sur la capacité d'être relié. Et là, on n'a plus besoin de fabriquer des bombes, là, parce on est ce que nous sommes profondément. Et c'est ce que cette La femme... capacité aussi à fabriquer des bombes, c'est aussi, on pourrait utiliser cette analogie par rapport au fait de créer des disputes, voilà, tout ce genre de choses. Et finalement, pour exister, encore une fois, je Oui. crée une dispute, je crée une bouderie, je crée juste pour Ouais. avoir ton attention, encore une fois, c'est finalement. Se rendre intéressant, vouloir se rendre intéressant à travers toutes sortes de stratégies, de moyens pour aller chercher l'attention de l'autre. Alors que l'attention de l'autre va arriver, à moins que l'autre soit aussi coincé dans son ego. Puis à ce moment-là, ben, on ne se rejoint pas. C'est en se libérant du besoin d'être intéressant à tout prix et de la peur de ne pas l'être, c'est en se libérant de ça que là, on se rejoint. Alors, Tac. j'ai envie de vous poser une question, une dernière question, c'est parce que justement, bon, maintenant, de plus en plus, j'observe donc à la fois ben, le mien quand il arrive, voilà, mais après, j'observe aussi celui des autres. Hein. Et des fois, je me dis, ah tiens, ah lui, il est vraiment dans l'ego. Mais et parfois, je sais, du coup, je ne sais pas trop quoi en faire. Du coup, je suis un peu mal à l'aise. Je me dis, comment je peux faire pour, est-ce que je peux l'aider en même temps, j'ai pas envie non plus d'être un censeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Très, enfin, très bien, très bien. voilà, parce que comment on se sent. Enfin, j'ai pas envie de me dire, ah attends, moi je suis supérieur parce qu'en fait je le suis pas. Enfin, Ouais. donc du coup, souvent avec Boris, on a cette discussion après une soirée ou après une rencontre avec une personne et on analyse en fait, on décortique un peu la conversation et on se dit ah ouais t'as vu lui il était comme ça, il était comme ci, puis après on se dit ouais mais en fait en même temps est-ce qu'on n'est pas en train de se détacher aussi du reste des autres? Est-ce qu'on n'est pas en train d'être un peu, se sentir un peu supérieur? Enfin voilà. Et donc là, du coup, est-ce que justement, on n'a pas encore du coup un gros ego? Ouais, non, 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 je crois pas. C'est que moi, je crois pas qu'il y ait de. J'utilise souvent cette expression-là maintenant. Je crois pas qu'il y ait d'olympique de la présence. Hein. Il n'y a pas de médaille d'or de la présence. Ouais. Il n'y a pas le meilleur présent et le moins bon présent. Il y a celui ou celle qui est présent ou présente, c'est tout. Alors, quelqu'un qui essaie constamment de se rendre intéressant et de capter l'attention, peut-être parce qu'au cours de sa vie, il n'y en a pas eu beaucoup, puis il en cherche encore pour apaiser l'enfant là, qui en manque d'attention. Alors, tout ce qu'on peut offrir, c'est la présence. On voit que la personne est dans le besoin d'être intéressant. On offre la présence.
Et après, si ça n'amène pas la personne dans sa capacité d'être présent ou présente, on ne peut rien faire d'autre. À moins de développer un dialogue, et ça, c'est possible, parce que la personne peut vouloir entrer dans un dialogue autour de ce qu'est la présence. Et d'expliquer, de commencer tranquillement ensemble à cheminer sur la distinction entre le besoin d'être intéressant et la capacité simplement de s'intéresser. Et si on découvre ça ensemble, là, peut-être que la personne va cesser d'avoir peur de ne plus être intéressante et va reconnecter sur sa capacité à s'intéresser, sa capacité à être présent ou présente à l'autre. Et va découvrir à ce moment-là qu'elle a moins besoin d'être intéressante. Et c'est ça qui change toute la dynamique. C'est clair. En tous les cas, je voulais vous remercier parce que du coup, ce livre, il m'a vraiment, il m'a beaucoup touché. Il m'a apporté beaucoup d'éclairage. Donc maintenant, j'ai hâte de continuer à lire d'autres parce que j'imagine que, enfin, tous les autres à la suite probablement apportent d'autres éclairages encore. Euh, Merci pour cet échange. Je vous écouterai pendant des heures. C'est, vous êtes un conteur et puis vous avez cette capacité à être vraiment tellement intéressante. J'adorerais pouvoir assister à une conférence. Enfin, en tous les cas, je sais que vous avez un site internet Oui, voilà, où on peut voir toutes les conférences que vous proposez. Donc ça, c'est chouette. Enfin, en tous les cas, je le mettrai sur le lien et pour que les personnes qui me suivent puissent voir ça. Et puis, bah, écoutez, moi, j'adore, enfin voilà, cette idée de pouvoir échanger aussi simplement bien sûr. Dans la présence, c'est dans tout. la présence. C'est pas Ouais. compliqué. Non, c'est ça. Et puis merci parce que je sais que vous êtes une personne, voilà, quand même, enfin, vous écrivez plein de livres, vous faites plein de conférences, des formations, etc. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé, parce que bah, je sais, enfin voilà, par contre, le message que j'ai envie de donner aux gens, c'est que finalement, voilà, moi, donc je fais du réseau souvent et je dis, le thème de ma conférence à moi, c'est apprenez à demander. Et tout simplement, ce qui s'est passé entre nous, c'est je vous ai témoigné de l'intérêt. Et après, j'ai osé vous poser la question, est-ce que vous seriez d'accord pour, pour faire une interview? Et vous m'avez dit oui. Et du coup, je me dis, waouh, en fait, finalement, c'est simple. Donc, du coup, vous répondez encore une fois on va dire, la formule que j'essaie de démontrer qui est de dire que bah, finalement, voilà, tout le monde veut t'aider en fait à faire ce que tu veux faire, donc n'aie pas peur, quoi, ose demander, et puis tout ce que tu risques, c'est juste un non, et puis bah c'est pas grave, voilà. Un non ne change rien à notre capacité d'aimer et à notre capacité d'être présent. Ça ne change. Voilà. J'ai dû arrêter, hop, éviter les conflits. Ok. Donc voilà. Donc tout ça pour rappeler encore une fois, ça c'est donc votre livre. Puis j'espère que voilà, toutes les personnes qui l'écoutent pourront le lire parce que c'est vraiment c'est un vrai bijou, voilà, enfin, d'amour en fait, hein, encore une fois. Et c'est vrai que c'est chouette parce que moi, en tous les cas, ça m'a beaucoup apporté. Et j'ai hâte un jour de vous rencontrer en vrai et de pouvoir vous faire un hug, comme on dit. Avec Parce moi, que vraiment, voilà, vous m'avez beaucoup apporté. Donc, je voulais vous remercier du fond du cœur. ben, Merci. moi aussi, je vous remercie et surtout, je vous félicite. Je vous souhaite un merveilleux mariage. Ah, c'est gentil. C'est vraiment extraordinaire. C'est la fête, une belle célébration de l'amour. Alors, félicitations. Et Merci. merci pour cette belle connexion dont vous m'avez offert le privilège ce matin. Bah, Alors, c'est moi. Merci. merci beaucoup et bonne Merci. continuation. On continue à échanger de façon, voilà. Et dès qu'on peut, j'espère que vous viendrez sur Bordeaux ou qu'on pourra se rencontrer. Mais je sais que il n'y a que les montagnes qui ne se croisent pas. Donc, voilà. Bonne continuation. Merci Merci. beaucoup, À Cécile. bientôt. Au revoir. Au revoir. Oh, on est interrompu à nouveau. Voilà, Voilà. super. On est revenu. Super. Bon.